Parmi tous les pays que j'ai eu la chance de découvrir, l'Iran est celui qui m'a le plus surpris, pour le contraste entre l'image austère que j'en avais avant de le visiter et la réalité bien plus avenante que j'ai découverte lors de mon premier voyage en 2007. 11 ans plus tard, je retrouve avec émotion les rues animées de Téhéran. Classé au patrimoine mondial, le palais du Golestan à Téhéran incarne le riche patrimoine culturel et artistique de l'Iran. Il témoigne de la gloire, mais aussi des excès de la dynastie qui régna sur le pays au XIXe siècle, les Qadjars. Les escaliers de marbre, les murs couverts de miroirs et les lustres scintillants sont caractéristiques du goût Qadjar pour un luxe aussi raffiné qu'ostentatoire. Le Talar et Salam, la salle de réception, était réservée aux cérémonies d'apparat auxquelles assistaient juchés sur leurs trônes respectifs le souverain et son épouse. La dynastie Qadjar régna sur l'Iran de 1789 à sa déposition par le Parlement en 1925. Les salles de réception témoignent des influences culturelles qui ont marqué la dynastie Qadjar au XIXe siècle, en particulier en provenance d'Europe et d'Asie occidentale. C'est dans cette étonnante salle des miroirs que le dernier Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, se fit couronner empereur en 1967, 25 ans après son arrivée au pouvoir. À l'est du jardin du Golestan se dresse le Shams al-Emarat, l'édifice du soleil, qui combine des éléments d'architecture européenne et perse. Achevé en 1867, il répondait à la volonté du souverain Qadjar Nasser-Eddin Shah de posséder un palais offrant une vue panoramique sur sa capitale. Le Musée national archéologique d'Iran a été conçu en 1934 par l'architecte et archéologue français André Godard. Nous avons privilégié la section dédiée aux Achéménides, l'un des plus grands empires de l'Antiquité, fondé il y a plus de 2500 ans. Plusieurs sculptures proviennent de Persépolis, la capitale des Achéménides, comme ce fragment d'un chapiteau en forme de centaure. Cet autre chapiteau de Persépolis est orné d'une double tête de taureau. Sur ce bas-relief, le grand roi achéménide Darius Ier est figuré recevant en audience publique un prince Mède, sous l'œil des gardes du palais. Cette visite du musée national était un avant-goût de notre découverte de Persépolis. La tour Milad est devenue un emblème du paysage de Téhéran au XXIe siècle. Construite en 2007 au nord-ouest de la ville, la tour seule est un complexe de 12 étages, haut de 315 mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes tours autoportantes du monde.
Le sommet de son antenne de télécommunication porte sa hauteur à 435 mètres. La tour a été conçue comme un symbole du progrès et de la modernité de la capitale iranienne. Elle propose des restaurants panoramiques, un hôtel 5 étoiles, un palais des congrès, un centre commercial et une pépinière d'entreprises du secteur de la technologie. De la plateforme d'observation s'ouvre une vue à 360 degrés sur la ville de Téhéran, et notamment sur les quartiers résidentiels du nord de la capitale, où résident certaines des plus riches familles du pays. Autre symbole de modernité, le pont Tabiat relie depuis 2014 deux parcs publics situés au nord de Téhéran. Long de 270 mètres et construit sur 3 niveaux, le pont passe au-dessus de la voie express Motares qui relie le centre au nord de la ville. Depuis son inauguration, le pont Tabiat, le pont de la nature, est devenu un lieu de promenade et de flânerie pour les Téhéranais. Dans un pays réputé pour son conservatisme, il faut souligner que le pont Tabiat a été conçu par l'architecte iranienne Leïla Araguian, qui n'avait que 26 ans lorsqu'elle a remporté le concours de la mairie de Téhéran visant à aménager le quartier d'Abbasabad. Le trafic est dense pour quitter Téhéran vers le sud, ce qui n'empêche pas certains de pique-niquer au bord de la route, selon une tradition bien établie en Iran. Située à 150 km au sud-ouest de Téhéran, Qom est une des villes saintes du chiisme, religion officielle de la République islamique d'Iran. C'est un des lieux les plus conservateurs du pays, ce dont témoignent les tchadors, ces pièces de tissu enveloppantes plus courantes à Qom que dans les grandes villes d'Iran. Le mot tchador signifie tente, comme la tente sous laquelle on s'abrite. À ne pas confondre avec le hijab, qui désigne le voile avec lequel les femmes se couvrent la tête. Depuis l'an 816, la ville abrite la sépulture de Fatima Massoumeh, la fille d'un des 12 imams vénérés par le chiisme. Les chiites considèrent que les imams, descendants du prophète Mahomet, ont été désignés par Dieu pour guider la communauté musulmane. Et c'est l'ayatollah Khomeini qui, avec l'instauration de la République islamique en 1979, décida d'étendre au pouvoir politique ce qui ne relevait à l'origine que du pouvoir religieux. La ville de Qom attire dans ses nombreuses écoles coraniques, les madrasas, des étudiants et érudits venus du monde entier. Nous avions choisi de voyager en Iran entre Nowruz, la période de Nouvel An pendant laquelle les Iraniens sont nombreux à être en vacances, et le Ramadan, qui est toujours une source de complications pour les voyageurs. Mais nous n'avions pas prévu
qu'un pont de 3 jours allait s'ouvrir pour l'anniversaire de la naissance de l'imam Mahdi, occasionnant des embouteillages et une forte affluence dans les sites touristiques. Aménagé autour d'une source naturelle, le Baghefin est un des plus célèbres jardins d'Iran. Sa création remonte au XVIe siècle, sous le règne du grand Shah de la dynastie des Safavides, Abbas Ier. Selon la tradition persane, le jardin est une représentation du paradis. Autour d'un pavillon central s'organisent canaux et allées qui divisent l'espace en rectangles égaux. En cette période de fête, la quiétude habituelle du jardin Dauphine a fait place à l'animation bruyante des familles iraniennes, venues nombreuses pour découvrir ce site inscrit au patrimoine mondial. Au cours des siècles, le jardin Dauphine devint un des lieux de villégiature favoris des souverains perses, qui l'agrandirent jusqu'à atteindre sa superficie actuelle d'un peu plus de 2 hectares. La plupart des bâtiments visibles de nos jours remontent à la période Qadjar. Le plan des jardins persans fut repris dans tout le monde musulman, de l'Inde des Moghols jusqu'à l'Alhambra de Grenade. Ce petit mausolée, dont la cour est décorée en vue d'une fête, fut érigé sous la dynastie Qadjar. Il rend hommage à Shahzadeh Ibrahim, petit-fils de Moussa, le 7e imam chiite. Les Iraniens viennent dans les lieux sacrés pour prier, mais aussi pour étudier, discuter ou dormir dans une atmosphère paisible et reposante. Située au cœur de la vieille ville de Kashan, la mosquée Aga Bozorg, construite à la fin du XVIIIe siècle, est un lieu dont le calme et la beauté sereine invitent à s'y arrêter. Elle n'est plus un lieu de culte, mais sa cour principale abrite en contrebas un jardin entouré des cellules d'une madrasa, l'école coranique. L'imposant Iwan Nord, flanqué d'arcades, est surplombé par 2 beaux minarets décorés de faïence. Le mihrab, l'emplacement de la mosquée qui indique la direction de la prière, est orné de carreaux de faïence, de stalactites et d'une belle calligraphie en stuc. On voit ici la cour de la madrasa et le portail de la mosquée. Kashan est réputée pour ses demeures historiques qui comptent parmi les plus belles d'Iran. La maison des Tabataba'i avait été construite au milieu du XIXe siècle
par un riche et influent marchand. Toutes les fenêtres de la maison donnent sur la cour principale afin de la protéger des regards extérieurs. La demeure couvre 4700 mètres carrés et comprend une quarantaine de pièces et plus de 200 portes. Une demeure traditionnelle se divise en 3 parties. L'intérieur, l'andarouni, est réservé aux membres de la famille. L'extérieur, le birouni, permet de recevoir les invités. Quant au hadamé, il est destiné aux domestiques. La décoration des murs, où abondent stucs et miroirs, est caractéristique de l'époque Kadjar. Le bassin, agrémenté de fontaines, était destiné à apporter de la fraîcheur aux pièces qui l'entourent. Chaque extrémité était fermée par un iwan. L'aile nord était habitée pendant la saison chaude, celle située au sud, qui recevait la lumière du soleil, était occupée pendant l'hiver. Des dômes, percés de briques de verre, parsèment le toit du hammam du sultan Amir Ahmad pour y faire pénétrer la lumière du jour. Ces bains construits au XVIe siècle, à l'époque safavide, furent largement reconstruits sous la dynastie Kadjar. Ce hammam, devenu musée, témoigne des multiples astuces qui avaient été imaginées pour conserver la chaleur et faire circuler l'eau dans ce type de bain public traditionnel. À quelques pas du hammam se dresse la très originale tour avant de la maison des Boroujerdi. L'air capté par ces ouvertures d'aération était dirigé vers le bassin central, ce qui permettait de faire baisser naturellement la température dans la maison. Cette magnifique demeure fut bâtie au milieu du XIXe siècle par le riche marchand Hadji Mehdi Boroujerdi. La construction demanda 18 années de travail à 150 ouvriers. Sous la coupole à Moukarna, ces éléments décoratifs en forme de stalactite ou comme ici de nid d'abeilles, la décoration intérieure est caractéristique de la période Kadjar, avec ses stucs et ses fresques d'inspiration européenne. La rose est la fleur emblématique de l'Iran. Celle dite de Damas, réputée pour son parfum, serait en réalité originaire de Perse, où elle est connue sous le nom de rose de Mohammadi. Cet atelier de fabrication permet de découvrir le processus de distillation de l'huile essentielle. Le plus important centre de production d'eau de rose au Moyen-Orient se trouve à Khamsar, une petite ville située dans la montagne au sud de Kashan. Dans la boutique attenante, on peut goûter à l'eau de rose, boire des thés parfumés ou encore acheter des pétales et des fleurs séchées. Toujours à Kashan, la maison Améri a été bâtie à l'époque Zand au XVIIIe siècle afin d'héberger le gouverneur de la ville. Reconstruite à l'époque Kadjar suite à un tremblement de terre, elle est désormais un luxueux hôtel. Ces demeures traditionnelles sont un bel exemple d'architecture bioclimatique dans une région où les températures peuvent descendre à moins 23 degrés en hiver et monter jusqu'à plus 47 degrés en été.
bateaux pour les gens qui voudraient passer de la mer difficile, doivent prendre le bateau de l'Islande. À la sortie de Kashan, nous longeons un alignement de vastes villas, emblématiques du style ostentatoire qu'affectionnent les nouveaux riches du XXIe siècle, bien éloignés de la beauté des maisons patriciennes d'autrefois. À 8 km au nord de Kashan, un escalier s'enfonce profondément sous la terre pour parvenir à la mystérieuse cité souterraine de Nushabad. En effectuant des recherches dans la vieille ville, les archéologues y ont redécouvert un vaste réseau de tunnels et de cavités aménagés pour pouvoir y vivre. Cette ville souterraine, alimentée en eau par une source, était dotée de moyens de défense destinés à protéger ses habitants des incursions du monde extérieur. Mais si la fonction défensive ne fait guère de doute, on ignore à ce jour l'époque et la motivation de cette étonnante cité souterraine. Après avoir quitté Kashan vers le sud, la route passe au pied des montagnes, en contrebas de l'ancien château fort de Anjan, construit en briques d'adobe. Accroché au mont Carcasse, à 2235 mètres d'altitude, Abiané est un des plus pittoresques villages d'Iran. En cette période de fête, Abiané est pris d'assaut par les visiteurs iraniens et ses ruelles ont perdu le charme tranquille dont j'avais gardé le souvenir. Les maisons de briques et de terre sont construites les unes contre les autres dans des ruelles étroites, accrochées à la paroi rocheuse. Lorsque nous parvenons au sanctuaire situé à l'extrémité du village, la pluie se met à tomber. De lourds nuages se sont accumulés au creux de la montagne et l'orage ne cessera plus de se renforcer. Les femmes d'Abiané portent encore leur foulard traditionnel imprimé de fleurs. Les rigoles ne parviennent plus à faire s'écouler l'eau de pluie qui ruisselle à travers le village où chacun cherche un abri de fortune. Nous sommes obligés d'écourter la visite, car c'est sous une averse de grêle que nous quittons Abiané pour poursuivre notre voyage vers le sud. Une halte dans la petite ville d'Ardestan nous permet de découvrir la mosquée Jameh. Ce nom commun désigne les mosquées dédiées à la prière hebdomadaire du vendredi. La mosquée d'Ardestan a été bâtie sous la dynastie des Seldjoukides au XIIe siècle. C'est l'une des toutes premières du pays à avoir été conçue selon un plan à 4 iwans, 4 entrées avec porche,
reliant la mosquée aux espaces environnants. La voûte de l'iwan principal a conservé de belles calligraphies de versets du Coran et de poèmes dédiés à des imams. Le double mihrab était autrefois peint de couleurs vives. Au-dessus de la salle de prière s'élève une vaste coupole. Nous poursuivons notre route vers le sud, en direction de Yazd. La petite ville de Naïn mérite un arrêt afin d'y découvrir l'une des plus anciennes mosquées d'Iran. Si son beau minaret octogonal a été ajouté au XIVe siècle, la construction initiale de la mosquée remonte à la période abbasside, au Xe siècle. À la différence de la mosquée d'Ardestan, celle de Naïn n'a encore ni iwan ni dôme. La salle de prière est de type hypostyle, selon le plan des anciennes mosquées arabes. L'une des œuvres les plus raffinées de la mosquée est son minbar, d'où l'imam prononçait son sermon. Cette chaire du XIVe siècle est un bel ouvrage de marqueterie. Dans la cour de la mosquée, un escalier descend au sous-sol. Le canal d'eau souterrain qui passait sous la mosquée était destiné aux ablutions. Des carreaux d'albâtre laissent entrer la lumière dans ce qui était autrefois une salle de prière, fréquentée lors des étés chauds et des hivers froids. Elle a conservé un modeste minbar posé devant la niche du mihrab. Toujours à Naïn, ces dômes sont des Ab Anbar, des réservoirs traditionnels d'eau potable rafraîchis par des tours à vent. En voici une version plus récente dans la vieille ville de Agda qui a conservé quelques bâtiments anciens construits en pisé. Selon l'UNESCO, Yazd est l'une des plus anciennes villes du monde. 3000 ans avant notre ère, elle s'appelait Yasatis. Située à l'entrée du désert de Lut, la ville a fondé sa prospérité sur le commerce caravanier. Ce petit musée nous permet de faire connaissance avec le zoroastrisme, une religion pratiquée en Iran depuis près de 3000 ans. Le zoroastrisme croit en un dieu suprême, Ahura Mazda, créateur de l'univers et source de lumière, et en son prophète Zoroastre, également connu sous le nom de Zarazustra, qui aurait vécu vers le VIe siècle avant notre ère. Cette religion a contribué à façonner des concepts de vie en société tels que la bienveillance envers les autres, la justice et l'importance de la responsabilité individuelle. Une de ses maximes célèbres est « bonne pensée, bonne parole et bonnes actions ». Sur le fronton du temple du feu de Yazd est figuré Farvahar, l'homme-oiseau, symbole du zoroastrisme. Le feu est un élément fondamental dans la foi zoroastrienne. Il représente le triomphe de la lumière sur l'obscurité, de la vérité sur le mensonge. Les prêtres zoroastriens veillent avec vigilance sur l'entretien perpétuel de ce feu sacré qui brûlerait depuis l'an 470.
Bien que le nombre d'adeptes du zoroastrisme ait diminué au fil du temps, son influence continue de se faire sentir et ses préceptes de responsabilité individuelle et de jugement dernier prenant en compte les actions de chacun ont influencé les religions ultérieures. Dans cette religion zoroastrienne, la terre et le feu sont des éléments sacrés qu'il convient de préserver de toute souillure. Chez les zoroastriens, la pratique du décharnement du corps, aussi appelée inhumation céleste, remonte à un lointain passé. Les cadavres des défunts étaient placés sur un sol en pierre, disposés au sommet des tours du silence, afin qu'ils soient dévorés par des vautours. Une fois les corps complètement nettoyés par les oiseaux, les os étaient poussés dans la fosse, au centre de la tour. L'usage des tours du silence a été interdit depuis les années 1930. Les zoroastriens sont désormais inhumés au cimetière, dans des tombes entièrement tapissées de ciment. À l'ouest de Yazd, le jardin de Doulat Abat appartenait au XVIIIe siècle à la résidence du gouverneur de la ville. Le pavillon central surprend de par la taille de son badjir. Haute de 34 mètres, cette tour avant serait la plus haute d'Iran. Le pavillon bénéficiait du rafraîchissement apporté par le badjir, capable de capter la moindre brise, puis de rafraîchir ce courant d'air dans un bassin en onyx situé à sa base. Aujourd'hui encore, c'est l'exemple parfait d'un climatiseur naturel, fonctionnant sans aucun besoin d'énergie. La vieille ville de Yazd est assurément l'une des plus belles d'Iran, et c'est un réel bonheur de s'y promener dans des ruelles étroites et ombragées. L'animation effrénée du week-end de pont est retombée, et nous retrouvons des conditions idéales pour flâner tranquillement. La légende attribue à Alexandre le Grand la création d'une prison à cet endroit. Mais il n'est même pas établi que le conquérant grec soit passé par Yazd. En revanche, on sait que ce bâtiment abrita au XVe siècle une école coranique. La mosquée du Vendredi de Yazd est reconnaissable entre toutes à son spectaculaire portail, à la fois haut et étroit, surmonté de 2 minarets. L'ensemble culmine à 57 mètres. La longue cour à arcades est fermée au sud par un seul iwan, donnant accès à la salle de prière surmontée d'un large dôme. Le très beau mihrab associe le jaspe et la céramique. Les minarets sont recouverts de versets coraniques et des noms d'Ali et de Mahomet en écriture koufique, un style de calligraphie d'origine arabe. Le Tekiye était un théâtre construit pour commémorer le martyre de l'imam Hossein, petit-fils de Mahomet,
tué par les sunnites à la bataille de Karbala en 680. Le Naql, symbole du cercueil de Hossein, est porté en procession chaque année lors de la cérémonie de l'Ashura. Le théâtre a été détruit au début du XXe siècle, mais son pishtak préservé est devenu emblématique de la ville de Yazd. Pour rencontrer des hommes forts, il faut se rendre à la Sour Canée. Cette maison de force est une académie sportive qui enseigne les rudiments du combat, en même temps que les valeurs morales et mystiques de l'Iran ancien. La séance débute par un exercice de pompe, pendant lequel les athlètes s'appuient sur une planchette en bois, le takté shena. La phase suivante est un échauffement des épaules. L'exercice associe les athlètes reconnus, les palavanes, et les apprentis parfois très jeunes. C'est le Miandar qui dirige les entraînements. C'est un athlète expérimenté et les autres le suivent. L'exercice suivant consiste à jongler avec des massues de bois, le mil evarzé, qui selon l'expérience et la force de l'athlète, pèse entre 5 et 40 kg. Du haut de sa plateforme, le morshed rythme les exercices. Après les exercices de groupe vient l'entraînement en solo. On commence par le plus jeune pour finir par le plus expérimenté. Chaque athlète effectue une toupie, c'est le Shark Zadan. Vient enfin le maniement du kabadé, une sorte d'arc de fer garni de rondelles métalliques. Chaque arc pèse entre 7 et 10 kg et son maniement fortifie les épaules. La Sour Canée et les exercices qui y sont pratiqués sont enregistrés au titre des héritages culturels par l'UNESCO. Le bazar fait partie des visites incontournables de tout voyage en Orient. C'est un bonheur de s'y promener sans but, de flâner au hasard de ses allées et de prendre le temps d'y marchander des épices ou des objets qui rappelleront le voyage. Et pour finir ces journées de visite à Yazd, nous allons admirer le portail enluminé de la mosquée de Jamé. Au nord de Yazd, la route traverse des étendues désertiques. Des lampadaires d'une étrange modernité signalent l'entrée du village de Karanak. Situé à la lisière du vieux village, le caravansérail Kadjar a fait l'objet d'une importante restauration. Il permettait aux caravaniers de faire étape, il leur proposait le gîte et le couvert, ainsi qu'un abri pour leurs animaux. Les chambres étaient traditionnellement disposées autour d'une cour centrale. En montant sur le toit du caravansérail, on découvre des vues magnifiques sur la vallée d'Anjir et les montagnes environnantes.
Le vieux village de Karanak s'accroche à flanc de colline sur un site habité depuis plus de 4000 ans. Il s'agit d'un des plus importants villages construits en briques de terre crue, l'adobe, qui subsiste en Iran. Certains de ces bâtiments auraient plus de 1000 ans et il était encore en partie habité il y a quelques décennies. Le beau minaret tremblant du XVIIe siècle a été restauré. Aujourd'hui, le village est abandonné et tombe en ruine. Les 130 familles se sont regroupées dans un nouveau village situé à 2 km où le gouvernement leur a fourni eau courante et électricité. Au fond de la vallée, la rivière Cale longeait la mosquée au dôme bleu turquoise avant de passer sous un vieux pont de pierre. La sécheresse a désormais tari la rivière. La route traverse de somptueux paysages en lisière du désert de Lout, alors que nous nous dirigeons vers le sanctuaire de montagne le plus sacré du zoroastrisme. Chaque année, au mois de juin, des milliers de zoroastriens venus d'Iran, d'Inde et d'autres pays affluent au temple du feu de Chak-Chak. La porte de cuivre du temple est ornée de gardes perses. Selon les zoroastriens, la princesse sassanide Ayat Banu se serait réfugiée dans ce lieu en 637 pour fuir l'invasion arabe. À l'approche de l'ennemi, elle implora la montagne, qui s'ouvrit miraculeusement, et Ayat Banu disparut dans la brèche. Les troupes ennemies, surprises, quittèrent les lieux. Plus tard, de l'eau se mit à s'écouler de la montagne, semblable aux larmes des orphelins et des opprimés. Elle produisait ainsi le bruit qui donna son nom au site, Tchak, Tchak. On retrouve ici le prophète Zarathustra et le symbole de Farvahar, l'homme-oiseau. Le lieu de culte est modeste, mais la beauté des paysages qui l'environnent justifie à elle seule d'aller découvrir le beau site de Chak-Chak. Comme dans la plupart des villes iraniennes, des portraits de martyrs de la guerre Iran-Irak sont affichés à l'entrée de Meibod. Le culte des martyrs, fondateur de l'islam chiite, reste toujours très cultivé par le régime théocratique iranien. Un réservoir, entouré de ses tours avant, fait face au caravansérail de Meibod. Ce caravansérail, d'origine safavide et désormais restauré, est une halte agréable avant de visiter les boutiques d'artisanat local. Au centre de la cour, quelques marches permettent d'accéder à un puits. Les ruines de l'antique forteresse Narin se dressent fièrement au-dessus de l'oasis de Meibod. Les fondations les plus anciennes font remonter l'implantation du fort au IVe siècle avant notre ère, à l'époque Mède. La construction actuelle traduit la longue histoire de ce fort. Reposant sur des fondations sassanides, elle englobe des murs légués par les restaurations seldjoukides, safavides, puis Kadjar. Le chemin de ronde offre un beau panorama sur la ville de Meibod et les montagnes environnantes.
Meibod a conservé l'un des plus beaux exemples de glacière naturelle d'Iran. Vieille de 400 ans, cette construction récemment restaurée était bâtie avec un mortier spécialement conçu pour garder la fraîcheur. 2 bassins peu profonds permettaient d'y former de la glace en hiver, qu'on stockait ensuite dans un puits. Les murs, épais de 2 mètres, et la forme du dôme permettaient de protéger la glace. Encore un bel exemple d'architecture bioclimatique. La forteresse de Sariazd était malheureusement fermée lors de notre passage, et nous n'avons pu que faire le tour de ces impressionnants remparts. Ce fort remonte à la période sassanide, avant l'arrivée de l'islam en Iran. Une douve, désormais vide, constituait la première ligne de défense du château. Au-delà, il était protégé par 2 remparts et plusieurs tours de défense. Cette forteresse servait en cas d'attaque de la ville. Elle permettait d'y stocker des céréales et de la nourriture, ainsi que de conserver des objets de valeur tels que l'or et les bijoux. Le fort de Sariazd est l'un des plus beaux exemples de forteresse en pisé d'Iran. C'est au début du XVIIe siècle, sous les Safavides, que Shah Abbas Ier fit édifier un immense réseau de caravansérails bâtis tout au long des routes commerçantes du pays. À l'époque des caravanes de chameaux, il fallait 2 jours de voyage pour atteindre le caravansérail de Zayd od-Din depuis Yazd. Leurs longues oreilles sont caractéristiques de la chèvre afghane. L'entrée payante permettait de disposer d'une pièce de 8 pieds carrés, dotée d'une cheminée. La restauration contemporaine du caravansérail a pris 3 ans, et il a été transformé en halte touristique. Les chambres ont retrouvé leur aspect d'autrefois. Des tentures les isolent du couloir circulaire, et leur sol de briques est recouvert de tapis. Le toit offre une vue à 360 degrés sur le désert et les montagnes. Des séances d'observation des étoiles y sont même organisées. Nous traversons maintenant l'immense désert qui occupe le plateau central iranien en direction de Ras Fanjan. Ce monument à l'entrée de la ville de Ras Fanjan est un imamzadeh, un mausolée spécifique à l'islam chiite. La petite fourmi. En descendant de voiture, nous avons repéré sur le parking cette fourmi tenace, bien décidée à traîner son butin jusqu'à la fourmilière. C'est rare qu'elle renonce. Oh la vache. À la fin de l'époque Qadjar, au début du XXe siècle, Hadj Aga Ali était l'un des plus célèbres et l'un des plus riches marchands de son temps, qui commerçait avec l'Inde et la Chine. Il se fit construire dans le village de Qasemabad, à 6 km de Rafsanjan, une impressionnante demeure qui, avec ses 7000 m² et ses 86 pièces principales, est encore de nos jours l'une des plus vastes habitations en adobe au monde.
raison du climat de la région, très sec et venté, le bâtiment est resserré sur lui-même et entouré de hauts murs pour le protéger du vent du désert. La maison se répartit en 4 zones principales qui étaient occupées selon les saisons. La maison de printemps, l'alcôve, la maison d'automne et la maison d'hiver. Et au sortir de notre visite, la fourmi était toujours là. Elle avait amélioré sa technique et progressé de quelques mètres dans sa longue entreprise. Située à 1840 mètres d'altitude, dans une vallée cernée de montagnes, la ville de Kerman fut pendant des siècles une des grandes étapes sur la route des caravanes qui commerçaient entre Orient et Occident. La place Ganj Ali Khan est le cœur d'un complexe historique qui comportait une mosquée, un caravansérail et des bains. Ce large portail donne accès au caravansérail. Les chambres des caravaniers ont été transformées en boutiques et en échoppes. En passant sous les arcades de la place Ganj Ali Khan, on parvient au bazar, où se côtoient boutiques de tissus, vendeurs de souvenirs et marchands d'épices. Chez le marchand d'épices, on se régale de la variété des couleurs et des senteurs. Sur la place Ganj Ali Khan, les petites classes scolaires se mettent en rang avant d'aller visiter l'ancien hammam. Dès les petites classes, on voit que le hijab fait partie de l'uniforme scolaire des filles. Le portail de l'ancien hammam est décoré d'une profusion d'animaux sauvages ou familiers. On y voit aussi des acrobates, des hommes en armes et des palavanes munis de leurs massues. Le côté droit du portail est orné de scènes de chasse. Construit au XVIIe siècle, à l'usage exclusif du gouverneur de Kerman, l'ancien hammam est aujourd'hui devenu le musée des bains publics. Des mannequins de cire reproduisent les étapes successives du bain traditionnel. À l'extérieur,
Le portail du hammam est surmonté d'une tour à vent qui en rafraîchissait le sous-sol. Le bazar Vakil, le bazar du Régent, comprend une partie en plein air où sont vendus les fruits et légumes. Il se prolonge sous de belles voûtes de briques. Avec ses échoppes dédiées aux besoins du quotidien, ce bazar est plus authentiquement populaire que celui de Ganj Haliran. Kerman reste aujourd'hui un creuset culturel où les Persans côtoient les Baloutches, une ethnie de l'est de l'Iran, culturellement proche du Pakistan. Ce portail nous conduit à un bassin qui précède l'imposant pishtak d'entrée de la mosquée du vendredi de Kerman. La cour centrale, à Katriwan, est de taille modeste. Cette mosquée, construite au XIVe siècle par la dynastie locale des Mozaffarides, fut largement remaniée au cours des siècles suivants. La partie la plus remarquable est son iwan nord, dont le superbe mihrab est un chef-d'œuvre de faïence persane. Après Kerman, nous poursuivons notre voyage vers l'ouest, avec une halte à Sirjan, où l'on peut découvrir un badjir original, dont les tuyaux captent l'air dans toutes les directions. S'il est un lieu assez extraordinaire, bien que peu visité, c'est bien le jardin de pierre de Darvish Ran Esfandiarpur. Dans le désert, près du village de Balvard, ce berger sourd et muet se mit un jour à construire un jardin composé d'arbres morts auxquels il accrocha des pierres percées. Son travail attira la curiosité des villageois et certains le prirent pour une sorte de prophète mystique. En vérité, Darvish Ran aurait ainsi protesté contre la réforme agraire mise en œuvre par le régime de Mohamed Reza Shah, qui lui avait fait perdre une grande partie des terres qu'il possédait. Au fil des années, Darvish Ran continua de planter un nouveau tronc pour chaque événement marquant de sa vie, jusqu'à atteindre 180 arbres sur ce morceau de désert de 1000 mètres carrés. Le cinéaste iranien Parviz Kimyavi lui consacra un documentaire en 1976 qui remporta l'Ours d'argent au Festival international du film de Berlin. Darvish Ran, décédé en 2007 à l'âge de 90 ans, a été enterré auprès de son jardin. Au premier abord, quel intérêt de faire une halte auprès de cette ruine située près de la ville de Sarvestan ? En fait, ce palais est d'une grande importance historique. Fondé à l'époque sassanide, au début du 5e siècle, il démontre que les architectes persans maîtrisaient l'art de la construction des coupoles bien avant la conquête arabe. Le support des voûtes est original. De courtes colonnes rondes supportent des piliers carrés qui encadrent des demi-dômes sur lesquels repose la voûte. Le dôme de la salle dite du trône est construit en briques cuites, disposées en encorbellement. Il est percé à son sommet d'un vaste oculus.
En 2018, le palais de Sarvestan a été inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. L'étonnant Maharlu, le lac Rose, est situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Shiraz. Ce lac est alimenté par une rivière saisonnière formée par les eaux de crue lors d'épisodes de précipitations intenses. Sa couleur rose provient de cyanobactéries qui parviennent à y vivre malgré les conditions difficiles. L'eau de ce lac est utilisée pour l'extraction du sel.